Je remercie toutes les personnes qui commencent à arriver. Donc, ce soir, on a prévu de parler d'un sujet qui est important pour l'association. Donc, c'est le fait de devenir parent via un don de gamètes. Donc, que ce soit un don d'ovocytes, un don de spermatozoïdes, un don d'embryon ou un double don. Donc, on va essayer d'aborder tous ces aspects-là ce soir. Je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont là et ensuite, si les intervenants ont des questions, vous pouvez les poser par écrit et on va y répondre dans le cours de cette table ronde. Alors, je présente Madame Marion Cano, qui est psychologue clinicienne et qui a rédigé un livre récemment qui a été publié au mois de septembre. Donc, je le montre, il est à l'envers, évidemment, mais au moins, ça vous donne une idée. Donc, c'est Devenir parent grâce à un don d'ovocytes. Donc, c'est un livre qui était un peu nécessaire, on va dire, parce que ça manquait dans les étagères des lecteurs futurs parents, potentiels parents, et puis aussi le grand public. Ensuite, il y a Madame Hacher qui est là et qui va nous parler de son parcours, de la manière dont elle est devenue maman avec son conjoint. Alors, il y a ma collègue bénévole Marie-Joëlle Gros qui devait aussi participer à la table ronde pour nous parler notamment de la CAPAD, donc qui est la commission d'accès aux informations identifiantes pour les personnes nées d'un don, qui a commencé ses travaux en septembre 2022 et à laquelle elle participe. Peut-être qu'elle réussira à se connecter, mais en tous les cas, elle m'a transmis les informations qu'elle voulait que je vous diffuse. Bonjour mesdames. Je ne vais pas laisser la possibilité de dire bonjour. 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 Alors, Madame Cano, est-ce que je vous laisse introduire cette table ronde sur la parentalité avec don de gamètes? Oui, très bien, merci. Bon, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier l'association BAMP et plus particulièrement vous, Virginie Rio, de cette invitation à parler de la parentalité des couples qui ont reçu ou qui envisagent de recevoir un don d'ovocytes. Donc moi, c'est vrai que je vais beaucoup parler du don d'ovocytes ce soir. Donc, je suis psychologue clinicienne et maître de conférences à l'université et depuis, maître de conférences en psychologie clinique. Et depuis une quinzaine d'années, je m'intéresse aux enjeux psychologiques liés au don d'ovocytes. Et donc, effectivement, comme vous venez tout juste de le dire, j'ai récemment publié un ouvrage qui est destiné aux personnes qui envisagent de devenir parents grâce à cette aide médicale à la procréation ou qu'ils sont devenus, ainsi qu'aux professionnels qui les accompagnent. Alors, comme l'objectif des conférences de cette semaine de sensibilisation à l'infertilité est de s'adresser aux personnes concernées par l'infertilité, aux professionnels, mais aussi à toute personne curieuse de mieux connaître ces questions, je vais introduire mon propos par un bref rappel sur ce qu'est le don d'ovocytes. Donc, c'est une technique de l'assistance médicale à la procréation qui est destinée aux couples dont la femme ne possède pas ou plus suffisamment les ovocytes pour être enceinte. En France, il est pratiqué depuis 1987, il est anonyme et gratuit, et sur le plan technique, il consiste à transférer dans l'utérus de la receveuse les embryons issus de la fécondation in vitro du sperme de son conjoint et des ovocytes d'une donneuse. En France, les donneuses sont des femmes fertiles, en bonne santé, âgées de moins de 38 ans, et les receveuses, elles, doivent avoir moins de 45 ans. Alors, le don d'ovocytes, il est aussi proposé aux femmes qui ne souhaitent pas prendre le risque de transmettre une maladie génétique. C'est vrai que les demandes dans ce contexte sont assez rares, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que j'en parlerai pas ce soir, mais c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est aussi voilà, une problématique importante à connaître. Alors, pour vous donner quelques chiffres, un peu plus de 3% des enfants nés chaque année ont été conçus grâce à une AMP réalisée en France. Donc, je prends les chiffres de l'année 2019 parce que l'année 2020 a été une année un peu particulière et en plus, il manque quelques chiffres quand l'agence de biomédecine n'a pas pu récupérer tous les chiffres des centres. Donc, c'est pour ça que je parlerai des chiffres de 2019. Donc, à titre d'exemple, pour 2019,
Ça représente un peu plus de 27 000 enfants sur environ 753 000 naissances. Et la majorité a été conçue grâce à une AMP dite intraconjugale, c'est-à-dire qui utilise les gamètes des deux parents, tandis qu'une minorité, 5% environ, sont nés grâce à un don et 1,5%, soit 409 enfants précisément, sont nés grâce à un don d'ovocytes réalisé en France en 2019. Alors, à vrai dire, et vous le savez probablement, ces chiffres sont très inférieurs à la réalité, puisque de nombreux couples se rendent à l'étranger pour un don d'ovocytes, souvent en raison de délais d'attente trop longs liés à la pénurie de donneuses ou alors lorsque la femme a dépassé l'âge légal pour une AMP en France. Alors, il faut savoir que les écrits sur le vécu des femmes qui reçoivent un don d'ovocytes sont peu nombreux et ceux s'intéressant au vécu des hommes et à l'impact de cette aide médicale sur les couples sont encore plus rares. Et pourtant, on peut s'en étonner parce que c'est quand même une technique qui n'est pas si récente que ça, elle a plus de 35 ans. Alors, en France, c'est aux psychologues et aux psychiatres qui reçoivent les couples dans le cadre d'une demande de don de gamètes que l'on doit les premiers écrits sur ce sujet. Alors, le protocole d'accès au don d'ovocytes, il comprend en fait un entretien psychologique qui est souvent unique et susceptible d'être renouvelé si nécessaire. L'objectif de cet entretien, c'est de permettre au couple d'aborder ses questionnements, ses préoccupations autour de l'infertilité, la non-transmission de la filiation biologique, la place de la donneuse, le choix d'informer ou non l'enfant des conditions de sa conception, le choix d'informer l'entourage, etc. Donc ça peut vraiment être un temps d'élaboration fécond qui débouche parfois sur un soutien thérapeutique. Néanmoins, nous, ce qu'on constate en tant que professionnel, c'est que quelle que soit l'attitude ouverte et bienveillante du psychologue ou du psychiatre ou pédopsychiatre, cet entretien est souvent vécu par les couples comme un examen de passage supplémentaire du parcours de combattant à valider sous peine que leur demande de don d'ovocytes soit refusée. En effet, l'idée que les psys, les juges jugent les couples inaptes à recevoir un don d'ovocytes peut rendre difficile l'évocation d'inquiétude, d'hésitation, de doute. Et au contraire, beaucoup de couples arrivent avec des discours très construits, visant à montrer qu'ils sont très au clair avec leur démarche. Et moi, pour avoir rencontré plusieurs couples, à la fois avoir mené ce type d'entretien et pour avoir rencontré plusieurs couples après le don, certains d'entre eux expliquaient très bien qu'ils s'étaient entraînés au préalable, anticipant les questions éventuelles et les réponses attendues pour qu'on ne s'oppose pas à leur demande. D'autres même étaient clairement contre cette démarche d'aller voir un psychologue, ne comprenant pas pourquoi il fallait, en quelque sorte, se justifier sur leur désir. Donc vraiment, pour moi, j'en profite pour souligner l'importance de saisir de cet entretien. Bien sûr, ça implique une certaine confiance avec le professionnel. Je pense que c'est dommage de proposer un seul entretien. Alors, c'est vraiment variable selon les services d'AMP. Dans certains services, il va y avoir un seul entretien la plupart du temps. Dans d'autres services, il y a des psychologues qui vont d'emblée proposer plusieurs entretiens. Moi, je pense qu'il faut effectivement proposer au moins 2 entretiens pour laisser au couple le temps d'aborder des questions ou de revenir sur ce qui a été dit lors du premier entretien. Mais en tout cas, vraiment, je pense que c'est important pour les couples d'avoir à l'esprit que le psychologue ou le psychiatre n'est pas là pour mettre un veto à leur démarche, mais plutôt pour leur proposer un espace de réflexion dans leur cheminement éventuel vers le don de gamètes. Donc, je reviens sur ces premiers écrits de ces psychologues qui ont réalisé ces entretiens. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, dans les années 90, ils nous disent que les femmes qui sont en attente d'un don d'ovocytes minimisent le rôle de la donneuse et l'importance de la filiation génétique, c'est-à-dire qu'elles insistent sur le fait que le don d'ovocytes n'est pas un don d'enfant, que ce qui importe, c'est que le sperme provienne du mari et que ce soit elle qui porte l'enfant. Et donc, ces observations ont conduit la plupart des professionnels à penser que la grossesse était suffisante, d'une part, pour effacer la blessure liée à l'infertilité et au recours à l'aide d'une autre femme pour être enceinte,
et d'autre part pour compenser l'absence de l'affiliation génétique. En quelque sorte, la grossesse et son potentiel réparateur ont été idéalisés. Alors en fait, cette idéalisation de la grossesse, elle est étroitement liée à l'idéalisation de la grossesse de façon générale dans le devenir mère. Or, on sait que la grossesse en elle-même, elle n'est ni nécessaire ni suffisante pour être mère ou se sentir ou être mère, devenir mère. Toujours est-il que cette idéalisation du rôle de la grossesse, elle a occulté, à mon sens, la complexité du travail psychique imposé par le don d'ovocytes et par conséquent l'intérêt d'étudier le vécu des couples. Moi, je me souviens très bien quand je commençais donc j'ai commencé par faire une recherche il y a quelques années dans un séco, c'est que je présentais mes résultats, c'est-à-dire ce que me disaient les couples en entretien. Les professionnels étaient complètement étonnés, voire même me disaient mais c'est pas possible, là c'est un cas particulier. Ils étaient étonnés de voir que c'était loin d'être évident en fait toutes ces questions-là pour les couples. Donc, le don d'ovocytes, il introduit au sein de la maternité une dissociation qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, puisque la femme qui porte l'enfant et accouche n'est pas la génitrice. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit parce que ça veut dire que les femmes, les couples, vont devoir élaborer psychiquement une dissociation qui n'avait jusqu'à présent aucun précédent. Donc, ce qui permet de comprendre justement à quel point ça peut être difficile dans un premier temps de pouvoir s'approprier cette démarche. Donc, les interrogations des couples qui recourent à cette assistance médicale à la procréation ou qui l'envisagent sont assez nombreuses. Je vous en donne quelques-unes à titre d'exemple. Déjà, la première pour les femmes, c'est qu'est-ce que devenir mère en l'absence de lien génétique avec son enfant? Pour les hommes, qu'est-ce que devenir père dans ce cadre? Quel est le statut de la donneuse? Une inquiétude qui revient souvent, un questionnement, c'est allons-nous reconnaître ce bébé comme le nôtre ou cet enfant? Va-t-il nous reconnaître comme parents et nous aimer? Comment l'inscrire dans notre lignée transgénérationnelle? Que lui dire de l'histoire de sa conception et quelle place attribuera-t-il à la donneuse? Donc avant d'aborder les enjeux psychologiques liés au don d'ovocytes, je vais revenir très brièvement sur le vécu lié à l'infertilité et au recours à l'AMP intraconjugal lorsqu'il a été possible. Donc, si évidemment le vécu lié à la découverte de l'infertilité est singulier et fonction de l'histoire personnelle et conjugale, la plupart du temps, cette découverte constitue un traumatisme qui est à l'origine d'une vive blessure narcissique. L'infertilité altère souvent chez les femmes leur sentiment d'être une femme. On entend si je ne peux pas devenir mère, je ne pourrai jamais être femme, alors qu'on peut supposer qu'avant de s'engager dans un projet de grossesse, elles n'étaient pas dans ces questionnements-là autour de leur féminité. Elles se sentent blessées, dévalorisées, elles craignent de plus être aimables. L'infertilité suscite de la colère, de l'injustice, parfois de la honte et la culpabilité d'entraîner le conjoint dans un parcours compliqué pour avoir un enfant. Et certaines femmes peuvent dire à ce moment-là qu'elles ont proposé à leur conjoint de les quitter. Donc l'infertilité bouleverse l'équilibre conjugal, elle peut tout remettre en question et introduire une interrogation que le couple n'avait pas forcément anticipée. Notre couple pourra-t-il tenir sans enfant ? Le fait que la sexualité du couple ne conduise à aucune grossesse est aussi souvent une blessure. La honte n'est pas loin et c'est à mon sens ce qui explique le fait qu'il est souvent difficile pour le couple de parler de l'infertilité à l'entourage. Et également, l'infertilité vient aussi attaquer ce que nous, on appelle la dette de vie, c'est-à-dire la dette contractée à l'égard de ses propres parents qui nous ont mis au monde et qu'on peut régler en mettant à son tour au monde un enfant. Alors, dans ce contexte, le recours à l'AMP réintroduit de l'espoir. Mais le parcours souvent long et semé d'échecs confronte sans cesse le couple à la réalité de l'infertilité. Commence alors une alternance de phases d'espoir et de désespoir,
chaque échec renforce la blessure liée à l'infertilité, la colère, la honte, le sentiment d'impuissance, la perte de maîtrise, le sentiment d'injustice, la tristesse et surtout la crainte de ne jamais réussir à avoir d'enfant. L'espoir des premiers temps introduit par l'AMP s'étiole au fil des échecs et l'incertitude que cela fonctionne s'immisce. Et c'est d'ailleurs cette incertitude qui rend souvent de plus en plus difficile l'acceptation des échecs. Les couples disent bien souvent, c'est qu'on peut accepter tous ces traitements, accepter ces échecs, mais l'incertitude que cela fonctionne et la crainte de faire partie du petit pourcentage de personnes qui finissent leur parcours d'AMP sans enfant fait qu'au fil de ces échecs, l'angoisse, la douleur est de plus en plus importante. Alors, c'est une évidence de dire que les échecs d'AMP sont éprouvants pour le couple, qu'ils peuvent entraîner des conflits ou renforcer des conflits préexistants, parce que tous les couples qui s'engagent dans un projet d'enfant ne sont pas... Parfois, il peut déjà exister des conflits. La communication conjugale peut devenir difficile. Il me semble que c'était une thématique abordée aussi cet après-midi entre la différence entre les hommes et les femmes en parcours d'AMP. Donc, c'est vrai que la femme qui est au centre des traitements médicaux peut reprocher à son conjoint de ne pas assez communiquer, de ne pas se montrer assez concerné ou soutenant. L'homme peut être désarçonné par la détresse de sa compagne, par les effets des traitements hormonaux. Il peut se sentir impuissant, inutile et avoir des difficultés à trouver sa place au sein des traitements médicaux. Certains hommes sont dans l'évitement, ce qui peut être interprété comme un manque d'investissement dans le projet. C'est souvent un mécanisme de défense, mais en tout cas, la compagne, elle risque de le vivre en se disant qu'elle est seule à s'investir dans ce projet. Et puis, des désaccords peuvent apparaître aussi sur la poursuite des traitements. Par exemple, l'un des membres du couple peut souhaiter interrompre les traitements médicaux, l'autre continuer, etc. Et donc, dans ces moments-là, la place de l'entourage est importante mais délicate. Les couples expliquent bien leur besoin à la fois d'être soutenus, encouragés par leurs proches, mais aussi leur souhait qu'ils ne soient pas trop intrusifs. La conception de leur bébé doit rester dans l'intimité du couple et l'entourage est souvent démuni pour trouver la juste place et pour soutenir le couple. Quand les proches n'osent pas poser de questions, eh bien, certains le perçoivent comme une forme de désintérêt. Quand ils en posent, certaines questions sont vécues comme maladroites ou blessantes. Et il arrive aussi que l'entourage ait des difficultés à comprendre ce qu'ils perçoivent comme une insistance du couple à continuer les traitements médicaux malgré les échecs. Donc c'est vrai qu'il n'est pas rare que les couples s'isolent dans leur douleur de ne pas réussir à avoir d'enfants. Certains s'enferment sur eux-mêmes, animés par le sentiment que seules les personnes vivant la même chose peuvent les comprendre. Et les associations de patients souffrant d'infertilité ou ayant souffert d'infertilité constituent un soutien précieux, comme l'illustre le travail de l'association BAMP. On voit aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux au sein desquelles des personnes témoignent de leur parcours, qui sont aussi un soutien. C'est-à-dire qu'ils donnent le sentiment au couple de ne pas être les seuls à traverser cette épreuve. Et donc, c'est vraiment souvent après coup, une fois devenus parents, que les couples peuvent dire que ce parcours douloureux les a renforcés. En revanche, certains couples ne parviendront pas à supporter cette épreuve et se séparent. Et donc, le don d'ovocytes peut, au décours de ce parcours d'AMP, devenir l'une des solutions pour devenir parent. Alors, si le don d'ovocytes constitue une ultime chance pour ces couples d'avoir un enfant, il faut savoir qu'ils l'acceptent rarement d'emblée. La proposition de faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte renforce la blessure liée à l'infertilité et les femmes sont aussi déçues à l'idée de ne pas avoir un enfant qui leur ressemblerait. La donneuse peut parfois être perçue comme une femme inconnue avec laquelle le partenaire va concevoir un enfant. Les femmes peuvent craindre de ne pas être considérées comme la mère à part entière de leur enfant, contrairement à la donneuse qui pourrait s'attribuer la maternité de l'enfant et revendiquer un lien de filiation avec lui. Et elles redoutent aussi que leur enfant souhaite retrouver la donneuse qu'il pourrait considérer comme sa vraie mère.
En ce qui concerne les hommes, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas touchés par l'infertilité et qu'ils transmettent leur filiation génétique qu'ils sont épargnés par les questions liées à la donneuse et à cette part d'inconnu qui sera transmise à l'enfant. Ça, pour moi, c'était vraiment important d'écrire sur ce sujet et de pouvoir en parler, parce qu'on a tendance à penser que, déjà, quand on parle d'infertilité, souvent, on parle que de la femme, que la fertilité soit masculine ou féminine. Et en plus, dans le don de gamètes, on peut avoir tendance à penser que seul le partenaire qui ne transmet pas sa filiation génétique est touché. Or, ça touche les deux membres du couple. Certes différemment, mais ils sont touchés. Donc déjà, effectivement, les hommes sont très touchés souvent par la souffrance de leur compagne qui les rend impuissants. Certains hommes peuvent être traversés par l'idée que recourir à un ovocyte équivaudrait à faire un enfant avec une autre femme. Idée qu'ils mettent immédiatement à distance, tant cette idée est source de culpabilité. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça me fait penser à certaines patientes qui ont pu dire qu'elles ne comprenaient pas pourquoi leur conjoint était contre au début le don d'ovocytes. Alors qu'ils envisageaient, quand les médecins leur en avaient parlé, voilà, en disant que ce n'était pas pour tout de suite, mais c'était une possibilité. Ils ne s'étaient pas opposés à cette proposition. Mais ensuite, une fois cette proposition devenue réalité, il y avait une forme d'opposition à cela, notamment parce qu'ils disaient, moi, je veux pas d'autre mère que toi pour notre enfant, parce qu'il y avait comme une association entre, bien sûr que le don d'ovocytes dans la réalité, c'est pas faire un enfant avec une autre femme. Mais dans l'esprit de certains hommes, cette idée qui en plus va susciter énormément de culpabilité vis-à-vis de leur compagne peut constituer une difficulté à aller vers le don d'ovocytes. Alors, du point de vue de leur paternité, les hommes ne se sentent pas autant menacés que leur compagne par l'existence de la donneuse. Néanmoins, certains hommes peuvent dire que la donneuse pourrait réclamer leur enfant plus tard et les destituer d'une certaine façon de leur paternité. Alors, je précise que les couples, moi, que j'ai rencontrés jusqu'à présent, avaient recours à un don d'ovocytes dans le cadre de l'anonymat total de la donneuse. C'est-à-dire que la crainte que l'enfant rencontre la donneuse ou que la donneuse veuille réclamer un lien de filiation avec l'enfant, c'est resté de l'ordre du fantasme, puisque théoriquement, l'anonymat rendait impossible toute rencontre entre l'enfant et la donneuse. Depuis la nouvelle loi de bioéthique, les enfants qui sont issus d'un don de gamètes, comme vous le savez probablement, pourront connaître à leur majorité l'identité de la donneuse. Et c'est vrai que ce changement va peut-être, en tout cas dans un premier temps, renforcer les craintes des parents et il est important, me semble-t-il, d'accompagner les couples au mieux dans ce contexte. Peut-être que ce soir, s'il y a des personnes qui sont voilà, concernées par cette question-là, peut-être qu'elles n'hésitent pas aussi à partager justement leur ressenti par rapport à ce changement lié à l'anonymat. Alors, du point de vue du couple, l'introduction d'un tiers donc, dans la conception de l'enfant et l'asymétrie sur le plan de la filiation génétique, c'est-à-dire le conjoint transmet sa filiation génétique, la femme ne transmet pas sa filiation génétique. C'est pour ça que je dis qu'il y a une asymétrie sur le plan de la filiation génétique. Ça va soulever des conflits. Alors qu'ils vont rester plus ou moins, quand je dis soulever des conflits, ce n'est pas des grosses disputes, mais en tout cas, ça peut susciter des tensions. Certaines femmes, par exemple, peuvent dire qu'elles sont gênées à l'idée que leur conjoint serait plus parent qu'elles. Et en même temps, elles ont du mal à leur reprocher ça, puisqu'en même temps, elles se sentent responsables de l'infertilité et se disent que leur conjoint n'y est pour rien s'ils sont dans cette situation. Des femmes peuvent craindre également que le père et l'enfant se reconnaissent mutuellement un lien de filiation privilégié. Et donc ça peut, si les femmes n'ont pas réussi à travailler cette question-là, ça peut ensuite avoir des effets après la naissance de l'enfant, si elles sont trop inquiètes à ce sujet, notamment. Alors, comment finalement les femmes, les hommes, le couple va faire face à toutes ces questions-là? Comment il se débrouille? Eh bien, comment il met à distance les conflits, les craintes, la déception associée au don d'ovocytes? Eh bien,
il minimise le rôle de la donneuse et l'importance de la filiation génétique. On revient sur les observations que les premiers psychologues avaient fait sur le vécu des couples concernés par le don d'ovocytes. Ils insistent sur le fait que le don d'ovocytes n'est pas un don d'enfant, que ce qui importe, c'est que le sperme provient du mari et que la femme porte l'enfant. Donc là, vraiment, la grossesse, elle est considérée comme une étape essentielle pour donner vie à un enfant. Et le temps passé à s'occuper du bébé puis de l'enfant est considéré comme central dans la constitution de l'identité de parent et l'établissement d'un lien entre l'enfant et son parent. Néanmoins, pour que cette minimisation du rôle de la donneuse, de la filiation génétique fonctionne et facilite la construction de la parentalité, il faut au préalable un véritable travail, nous ce qu'on appelle d'élaboration un peu dans notre jargon, ou un travail de réflexion si vous préférez, de ce qu'implique le don en fonction aussi de la singularité de l'histoire individuelle et conjugale. Donc il ne suffit pas juste de mettre un couvercle en disant ce qui est important, c'est la grossesse, c'est le fait de s'occuper du bébé, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à ce que le don d'ovocytes implique. C'est quoi cette donneuse, c'est quoi avoir un enfant sans avoir de lien de filiation génétique avec lui, etc. Et donc, comme vous le savez certainement, les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser toutes ces questions. Et donc, beaucoup d'entre eux s'engagent dans le don d'ovocytes sans vraiment les avoir résolues et en espérant que la grossesse et la naissance de l'enfant apaiseront leurs inquiétudes. Sauf que c'est rarement le cas, puisque la grossesse est souvent une période de remaniement psychique intense, de bouleversement, quel que soit le parcours qui a précédé la grossesse, la naissance pareil. Et donc, plutôt que ça vient vraiment fragiliser ce qui n'a pas été travaillé. Donc, il est important d'insister sur ce point et je sais que l'association BAMP encourage beaucoup les personnes de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans le don d'ovocytes. Alors, évidemment, on ne peut pas imposer une temporalité type. Chacun aura sa temporalité. Il y a des choses qui pourraient être travaillées un peu avant la grossesse, puis ensuite avec la grossesse. Enfin, ça se travaille tout au long de la vie avec l'enfant, avec l'expérience de la parentalité, etc. Mais c'est vraiment important. Je pense à un certain nombre de couples qui sont engagés dans le don d'ovocytes en étant très angoissés par la question du don d'ovocytes, en disant « mais je verrai après ». Et en fait, une fois la grossesse, là, tous les questionnements ressurgissent avec vraiment et sans compter toute la culpabilité pour les femmes, souvent, pendant la grossesse, d'être traversée par l'idée de se dire « est-ce que je reconnais cet enfant comme le mien ?» etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important, mais qui est d'autant plus important que pour avoir accompagné aussi des femmes en parcours d'AMP qui venaient spontanément solliciter un rendez-vous. Donc, ce n'était pas dans le cadre de l'entretien proposé dans le cadre de la démarche de don d'ovocytes. Et qui disaient, mais moi, le médecin, il m'a dit que la grossesse, c'était ce qui était le plus important, mais moi, ça ne fonctionne pas, ça. Pour moi, c'est cette histoire de donneuse, ça m'inquiète, ne pas transmettre ma filiation génétique. Et de pouvoir dire aux femmes, mais oui, vous avez raison, enfin, c'est des questions que beaucoup de femmes se posent. Il y avait comme une forme de soulagement de dire, c'est pas moi qui, en fait, donc c'est la situation qui est compliquée, c'est pas moi qui ne suis pas en mesure d'y faire face. Et donc, et ensuite, après, il y a tout on va dire, la personne chemine en fonction de son histoire pour s'approprier cette question et éventuellement aussi ne pas faire un don d'ovocytes. C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, non, pour moi, c'est trop compliqué, voire même des fois, certains couples peuvent se retrouver à faire un double don de gamètes aussi parce que finalement, le couple se retrouve un peu à égalité sur le plan de la filiation. Bon. Alors, l'une des questions qui va aussi se poser pour les couples, c'est l'information transmise à l'enfant sur son mode de conception. Ce moment va reconvoquer les éléments du don d'ovocytes qui sont parfois restés enfuis durant plusieurs années. Alors, c'est vrai que l'évolution des représentations du monde médical, de la société, a permis d'intégrer les dons de gamètes comme un mode de conception possible, même s'il y a encore du travail, mais quand même, ça progresse. Et en tous les cas, cette évolution favorise aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça favorise l'intention des couples d'informer leur enfant.
faut se rappeler qu'initialement, les médecins qui pratiquaient le don de spermatozoïdes avaient tendance à conseiller aux parents de ne pas informer leur enfant, de faire comme si le don de gamètes n'avait jamais existé. Bon, après, quelques années plus tard, on leur a reproché de ne pas en avoir parlé aux enfants. Mais en tous les cas, initialement, on disait aux parents, faites, écoutez, vous, monsieur, vous allez être le père, la filiation génétique, c'est pas si important, vous allez vous occuper. N'en parlez pas aux enfants. Depuis, évidemment, les sécos ont changé, ont été sensibilisés à l'aspect potentiellement délétère des secrets de famille, et les sécos ont encouragé les futurs parents à informer leur enfant. Et cet encouragement est même devenu une obligation avec la nouvelle loi de bioéthique. Je vais citer cette loi, c'est que l'équipe médicale doit inciter les futurs parents à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant avant sa majorité de ce qu'il est issu d'un don. Donc vraiment, c'est inscrit dans la loi, l'équipe médicale doit inciter les parents. Moi, j'aurais rajouté, doit accompagner les parents sur le plan psychologique pour justement les aider à pouvoir informer leur enfant. Mais bon, voilà. Alors, c'est vrai que de nombreuses études internationales témoignent de la complexité pour les parents d'informer leur enfant de leur mode de conception. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, alors selon les études, les chiffres sont très assez larges, on est de 35 à 77% des parents souhaitent divulguer cette information et seulement 5 à 26% des familles y parviendraient. Alors, il y a des pourcentages qui sont différents selon les pays, selon l'anonymat, etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que finalement, il y a un écart très important entre l'intention d'informer et l'information réalisée. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ce taux d'information, il est similaire à celui observé dans les familles qui ont bénéficié d'un don de spermatozoïdes. C'est-à-dire que je pense qu'on a souvent pensé que le don d'ovocytes, comme c'est la femme qui porte l'enfant, il y a la grossesse, etc., ce serait beaucoup plus facile pour les femmes de parler du don d'ovocytes. Eh bien, on se rend compte que c'est peut-être pas si évident que ça. En tout cas, qu'il y a beaucoup de similitudes avec la situation de don de spermatozoïdes. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce qu'en fait, on se rend compte que les parents, intellectuellement, quand on les rencontre avant même la grossesse, dans le parcours de PMA, ils disent, nous, oui, c'est évident, on ne va pas le cacher à l'enfant. Bon, il y a ceux qui veulent le cacher, mais qui ne le disent pas au psy parce qu'ils se disent que ce serait un critère rédhibitoire pour accéder aux dons. Et la plupart des parents sont authentiques, des futurs parents sont authentiques quand ils disent oui, c'est évident, on ne va pas cacher ça à notre enfant. Sauf qu'on se rend compte qu'au fil du temps, même pendant la grossesse, ça devient un petit peu compliqué cette idée-là, justement, si les éléments en lien avec le don d'ovocytes sont encore un peu douloureux. Et donc, en fait, la place que la donneuse occupe dans le psychisme parental ainsi que la signification que les parents accordent à la non-transmission d'une partie de leur filiation génétique vont être décisifs dans le choix d'informer l'enfant. Par exemple, si la donneuse est perçue comme une deuxième mère et que la crainte que l'enfant rejette leur mère au profit de la donneuse, en fait, cette situation risque de favoriser le secret. Pareil, si le conjoint, le père, est imaginé comme susceptible de revendiquer un lien de filiation privilégié avec l'enfant ou que l'enfant est imaginé comme étant susceptible de reconnaître un lien de filiation privilégié avec son père, ça peut aussi favoriser le secret. En revanche, si la femme elle est suffisamment sécure, si le couple est suffisamment sécure, parce que c'est une décision de couple également, par rapport aux questions liées au don d'ovocytes, alors l'information de l'enfant sur son mode de conception sera plus sereinement envisagée. Donc, autrement dit, la possibilité de transmettre à l'enfant l'histoire de son mode de conception est étroitement liée à l'élaboration de l'expérience de l'infertilité du recours au don d'ovocytes. Quand les couples se sont engagés dans un processus d'élaboration, de réflexion, cette expérience peut être dépassée et faire partie intégrante de leur histoire. Et donc, ça va faciliter la construction d'un récit autour de l'origine de l'enfant qu'ils pourront ensuite lui adresser. Et donc, évidemment, ça, c'est important que ça puisse être traité au sein du couple.
Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, plus les couples tardent à en parler à l'enfant, plus ils sont en difficulté et inquiets à ce sujet. Et ça, c'est vraiment important de sensibiliser les couples à l'importance d'une information précoce. Généralement, aux alentours de 3 4 ans, c'est pareil. Il faut aussi que ça se construit aussi avec le couple, hein, une information plutôt graduelle. Et c'est important que les couples puissent être accompagnés par des professionnels, par des associations pour penser cette question. Et il faut vraiment, à mon sens aussi, sensibiliser les couples aux risques liés au choix du secret, notamment parce qu'il n'y a aucune garantie que déjà l'entourage maintienne le secret lorsqu'il est informé et que c'est faire porter une pression, enfin on l'a vu notamment pour certains enfants issus d'un don de spermatozoïdes, hein, dont on entend plus parler, on entend un peu moins parler pour l'instant des enfants conçus grâce à un don d'ovocytes, qui peuvent dire que ça a pu être déstabilisant pour eux d'apprendre l'existence de leur mode de conception par leur mère alors que leur père n'était pas, était pas d'accord. Donc pour conclure, il est important, donc je pense que vous l'aurez compris, qu'à mon sens, les couples s'engagent dans un travail de réflexion avant de recevoir un don d'ovocytes, sans quoi ce qui n'a pas été traité risque de ressurgir et avoir des effets sur la parentalité, sur le couple et sur l'enfant. Alors vous dites peut-être que j'insiste beaucoup sur la complexité du travail psychique que requiert le don d'ovocytes. Et en fait, pour moi, cette insistance, elle a un double intérêt. Le premier, c'est que plus les professionnels y seront sensibles, mieux, il me semble, ils entendront les doutes et les inquiétudes éventuelles des couples. Et mieux, ils les orienteront vers des accompagnements psychologiques. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand je parle de professionnels aussi, c'est professionnels qui rencontrent ces couples avant la grossesse, pendant la grossesse, après, et voire même parfois plusieurs années plus tard. Le second intérêt, et non des moindres, pour moi, c'est que les couples, et en particulier les femmes, sachent qu'elles ne sont pas les seules à être aux prises avec certains questionnements ou angoisses liés au don. En fait, la particularité de la situation du don d'ovocytes, c'est de cristalliser, de renforcer des processus psychiques qu'on retrouve chez tout futur parent. C'est le cas, par exemple, de l'incertitude et du doute inhérent à la parentalité. Ces questions de vais-je reconnaître ce bébé comme le mien et l'aimer? Sera-t-il à la hauteur de ce que j'ai imaginé? Est-ce qu'il va me reconnaître comme son parent? Et se reconnaître comme étant mon enfant? Est-ce qu'il m'aimera? Serai-je un bon parent? Etc. Tout ça sont des questions que tout parent peut rencontrer. Néanmoins, c'est vrai que la situation du don d'ovocytes vient leur donner une autre résonance. Et imaginer que la filiation génétique rendrait certaine la maternité est un leurre. Et savoir que toute mère est traversée par l'ambivalence, ça j'insiste beaucoup parce que ce sont des mères qui ont souvent du mal à accepter d'être traversées par des mouvements d'ambivalence comme si ça devait être des mères plus super mères que les autres mères. Et donc savoir que toutes les mères sont traversées par l'ambivalence, des incertitudes, aidera peut-être les femmes à se dégager de l'idée que ce qu'elles éprouvent serait exclusivement ou systématiquement en lien avec le don d'ovocytes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est très, 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 très intéressant. C'est vrai que au sein de l'association, il y a bientôt 10 ans, nous sommes plusieurs bénévoles à être concernés soit par le don d'ovocytes, soit par le don de sperme, soit par le double don. Et que dès qu'on a créé l'association, la question de l'information des enfants était au cœur de notre projet. Alors peut-être parce que moi, en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, maman de 2 enfants nés via un don d'ovocytes, cette question était une évidence pour moi. Et c'est vrai que dans les premiers temps, on a bien senti que c'était une question compliquée et que les gens étaient confrontés à des peurs, des craintes, des fantasmes, comme vous l'avez très bien décrit. Et donc, notre objectif, c'était d'essayer de faire travailler tout ça. Et donc, dans toutes les actions qu'on propose autour du don de gamètes, que ce soit les groupes de parole sur ce thème spécifique, alors soit sur le don de gamètes en général, soit sur le don d'ovocytes ou le don de sperme, on propose aussi des entretiens individuels. Tout ce que vous avez décrit là ressort.
Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce livre est remarquable parce qu'il permet aux gens concernés de se rendre compte que les questions qu'ils pensent uniques, en se disant mais je ne suis pas normal, ce n'est pas normal de penser ça, d'avoir ce type de pensée, d'avoir ce type de crainte, finalement elles sont universelles et elles se rattachent aussi à qu'est-ce que c'est qu'être parent de façon générale et que la question des secrets de famille, ce n'est pas exclusivement réservé aux dons d'ovocytes. Il y a plein d'autres motifs aux secrets de famille et tout ce que vous décrivez là et ce qui est très bien présenté dans votre livre, je pense que ça peut aider beaucoup de gens parce que ça permet d'élaborer ce que ça provoque chez nous, et ce que ça provoque chez notre conjoint, ce que ça provoque dans la famille plus ou moins élargie qui va être plus ou moins informée, et surtout ce que ça peut provoquer avec l'enfant à naître. Et voilà, je trouve que c'est très, 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 très intéressant. Alors, je regarde s'il y avait des questions spécifiques sur ce que vous venez de dire, et comme ça, et après, je donnerai la parole à Madame Acher. Donc, oui, on parle des couples et on parle aussi des femmes seules, évidemment. Mais, Alors ça, je peux peut-être dire un petit mot à ce sujet. Effectivement, je parle beaucoup des couples parce que déjà, c'est mon expérience sur le don d'ovocytes et que pour les couples de femmes et les femmes seules qui seront concernées par le don d'ovocytes, elles seront concernées par un double don. Et ça, à mon sens, ça introduit, je pense qu'il va y avoir des éléments de proximité et des éléments différents et que c'est vraiment important qu'à l'avenir, il y ait aussi des professionnels qui puissent écrire sur ce sujet-là parce que je pense que la question du double don de gamètes aussi, il y a énormément de choses à dire. Donc, c'est vrai que je parle beaucoup des couples parce que là, je parle du don d'ovocytes uniquement. Mais effectivement, il peut y avoir un don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes. Et c'est vrai que cette ouverture en France de cette possibilité-là va nous permettre à nous, cliniciens, en fait, ça existait déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui allaient à l'étranger pour avoir accès à un double don de gamètes. Mais c'est vrai qu'il y avait rarement des suivis dans les services d'AMP de ces personnes. Donc effectivement, c'est un sujet aussi très important à traiter. Et on pourrait avoir lu des choses qui avaient été écrites, ou l'année dernière, on avait fait aussi des conférences avec une psychologue qui s'appelle Léa Carpel, Oui. Qui a travaillé aussi sur ce sujet-là. Elle disait qu'il y avait aussi des spécificités dans les questions psychologiques qui étaient posées autour de la parentalité, soit dans un couple de femmes, soit chez les femmes seules. Donc voilà. Alors, le délai légal pour le don de gamètes. Alors, le délai légal, délai recevoir... légal ou délai d'attente? Oui, là, je pense que c'est... Y a-t-il un âge limite pour les hommes également? Oui, alors les hommes qui peuvent donner jusqu'à 45 ans aussi, je crois. Attendez, je ne sais même Alors, plus. c'est vrai que là, moi, en plus, comme les âges ont changé, Oui, c'est ça. Je suis un peu... retenu. Attendez. C'est vrai qu'avant, les femmes pouvaient avoir accès à un don d'ovocytes jusqu'à 43 ans. Maintenant, c'est 45 ans. Les donneuses, donc, c'est moins de 38 ans. En revanche, effectivement, les hommes, c'est beaucoup plus âgé. Je crois que c'est jusqu'à 60 ans, me semble-t-il. Attendez. Et le délai d'attente en France, ça peut aller de quelques mois à 4 ans. Là, récemment, à une journée d'études sur le don d'ovocytes, les délais étaient ceux-ci. Donc, ce qui explique que nombreux couples aussi vont à l'étranger. Oui, alors le délai pour être donneur, pour être donneur de spermatozoïdes, c'est de 18 à 45 ans et l'AMP, c'est 59 ans pour les hommes. Alors, comment se préparer à l'entretien avec le psychologue du SECOS? Alors Est-ce qu'il y a justement, une préparation particulière, comme pour les Jeux Olympiques? Justement, en fait, alors, quand même, j'ai envie de dire, il faut pas, en fait, il faut justement voir cet entretien comme une occasion de pouvoir dire ses difficultés éventuelles. Vraiment, c'est très, très important parce que, en fait, nous, ce qu'on regrette en tant que psychologue, psychiatre, etc., c'est qu'on sent
que les couples, le peu d'aide déjà qui est proposé, les couples n'arrivent pas à s'en saisir. Ce qu'on comprend tout à fait, c'est-à-dire que pour eux, ils se disent, si j'arrive, si je me mets à pleurer en me disant que c'est compliqué cette histoire, eh bien, le psy va dire, ah, non, non, madame ou monsieur, vous n'êtes pas prêt du tout. Mais vraiment, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que dans une très large majorité des cas, les psychologues sont là. Je ne peux pas garantir pour tous les psychologues de tous les services d'AMP de France, mais pour tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, etc., sont là pour justement donner au couple l'occasion d'avoir un temps de réflexion, de cheminement. Je vois que Judith veut ajouter quelque chose. Oui, oui. Oui, bonjour à tous. Je me permets d'intervenir parce que je pense que c'est un point très important. Donc moi, je suis maman de 2 enfants au terme de 8 ans de PMA. Le premier, 4 FIV et nos gamètes, et la deuxième, 4 tentatives et un double don. Voilà, donc on a fait un parcours et entre-temps, on est passé aussi par du simple don de sperme. L'accompagnement psychologique, il est essentiel. Par contre, nous, ça nous a été vraiment très, très utile à tel point que quand je vous entends évoquer toutes les souffrances, toutes les peurs, ça me paraît très loin et je suis complètement dans le déni. Je me dis, mais j'ai vécu ça alors que ça me rappelle très vaguement des choses. Nous, on s'est toujours accompagnés à titre individuel et en couple. Mais par contre, ce qui était important pour nous, c'est de dissocier. C'est que ce ne soit pas au sécos et que ce soit des gens qui nous accompagnent dans notre parcours. Quand on change de centre, ce soit les mêmes personnes, puisqu'effectivement, on a dû aller en Espagne, on a testé plusieurs centres en France et on avait une parole plus libre, c'est-à-dire que nous, on se sentait en fait autorisés à évoquer nos doutes avec ces psys qui n'étaient là que pour nous et qui ne référaient pas à l'équipe du SECOS. Et c'était pareil, dans le cadre de notre parcours, on a passé l'agrément d'adoption. Et c'est vrai que malgré tout, le fait que ce soit institutionnalisé dans le cadre d'une équipe qui donne ou pas l'agrément, qui statue sur les délais, ça introduit un biais. Et donc, moi, j'ai envie de vraiment d'aller dans votre sens. Là, je pense que nous, si notre couple a survécu et si on se sent aujourd'hui à l'aise dans notre parentalité avec ses différentes facettes, c'est grâce à cet accompagnement qu'on n'a jamais arrêté, hein, et encore une fois, en couple et puis chacun de notre côté. Mais par contre, il faut savoir que par rapport aux peurs des parents, c'est pas mal aussi d'avoir un tiers à l'extérieur qui soit vraiment là que pour vous et pas dans le cadre de l'institution. Mais moi, je trouve aussi que, excusez-moi Marie, que les choses vont évoluer. Voilà, il y a 10 ans, quand on a créé l'association, c'est vrai qu'on avait ce vécu qui était lié à plusieurs choses. Déjà, à l'histoire de la pénurie. C'est-à-dire qu'il y avait un discours autour de la pénurie en disant il y a pénurie de spermatozoïdes, alors il y a pénurie d'ovocytes, c'est encore pire. Ce qui mettait les personnes qui avaient besoin d'un don dans une espèce de difficultés originelles, c'est-à-dire qu'ils viennent presque quémander quelque chose qui n'existe pas et pour lequel il y a des délais d'attente très, très longs. Et je trouve que ça introduisait déjà la relation sous un certain angle. Et ça, je trouve que ça a un petit peu changé. En plus, les équipes ont évolué. Il y a eu justement les propos des adultes nés d'un don qui ont commencé aussi à faire réfléchir l'ensemble des équipes. Nous, à notre petit niveau, on a participé à des groupes de travail à l'Agence de la biomédecine, notamment sur le don d'ovocytes, où là aussi, on a fait remonter notre expérience, nos vécus, nos demandes qui étaient de cet ordre-là, c'est-à-dire expliquer des situations où les gens se retrouvent à ne pas évoquer les difficultés ou les questions ou les peurs ou les fantasmes qu'ils éprouvent face à cette question du don, en se disant, si je dis quelque chose, ça va me porter préjudice pour l'accès aux gamètes, parce qu'il y a pénurie, parce qu'il y a des délais et tout ça. Et donc, voilà, petit à petit, je trouve que le champ s'ouvre aussi à ces nouvelles manières d'envisager la situation. Oui, je pense que vous avez raison, Virginie, de resituer le contexte et la pression effectivement liée à cette pénurie de gamètes. Et effectivement, c'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas réunis pour permettre au couple de profiter de cet espace sereinement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a pu dire Judith juste avant. Il y a en fait différents lieux où on peut rencontrer un psychologue. Ça peut être aussi pendant le suivi de la grossesse. Ça peut être un psychologue de la maternité qui n'est pas forcément rattaché au service d'AMP. Ça peut être effectivement
un psychologue qui travaille en libéral et qui connaît bien aussi ces questions. Donc, effectivement, le tout, c'est de trouver quelque chose qui convient au couple. Mais donc, moi, j'aurais envie de dire, donc, par rapport à la question précédente, comment se préparer à l'entretien, c'est de se dire que voilà, cet entretien, c'est l'occasion de réfléchir sur ces questions. C'est un premier temps. On ne pourra pas du tout attendre du couple qu'il soit au clair avec toutes ces questions-là lors du premier entretien. C'est pas possible. Parce que c'est un moment donné du cheminement du couple. Est-ce qu'il y a un peu le même parcours pour l'adoption? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait aussi ces représentations de il ne faut rien dire, il faut être les plus clean possible, parce que sinon, on ne va pas nous accorder l'agrément. Et ça aussi, ça bouge. Alors, il y a encore des endroits où c'est compliqué, mais ça a bougé. On en parlera justement demain lors d'une conférence. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la question de la verbalisation des parents, je trouve que ça, c'est un sujet très important parce que finalement, on peut beaucoup penser. C'est-à-dire, on pense à ces sujets-là, ça nous occupe le matin, le soir, la nuit. Et finalement, il peut y avoir un grand écart entre le penser et le verbaliser. Et le verbaliser quand l'enfant est là. Et ça, nous, on a toujours défendu le fait que ce n'est pas forcément simple et qu'il faut justement aider les gens à verbaliser, alors soit par un travail avec un psychologue, soit avec rencontrer des personnes qui ont traversé ce chemin-là, utiliser des supports aussi. Donc nous, on conseille beaucoup aux gens de faire des livres qui soient... Alors, il y a des livres qui existent pour les enfants, des livres sur le don de sperme, sur le don d'ovocytes, un peu moins. Sur le double don, encore moins. Mais en tous les cas, voilà, il y a des livres et qui permettent aux parents de verbaliser. Et on pense souvent que les livres pour enfants sont faits pour les enfants. Mais je trouve que sur la question du don de gamètes, ils sont finalement faits pour les parents parce que ça va aider les parents à verbaliser quelque chose auprès de l'enfant qui, lui, l'enfant est prêt à croire tout ce qu'on va lui raconter, puisqu'on peut lui faire croire au Père Noël, à la petite souris, aux fées, enfin, à tout un tas de choses. Donc les enfants, eux, sont prêts à tout entendre et à croire tout ce que leurs parents vont leur dire. Mais c'est les parents qui ont des fois du mal à verbaliser. Donc il y a vraiment ces outils-là qui sont à disposition et qui sont très utiles. Je continue les questions et puis après, je donnerai la parole à Judith qui va nous... Alors... Oui, c'est vrai que pour rebondir, Virginie, effectivement, les livres sont un support intéressant et le partage avec des personnes qui sont passées par là, effectivement, très, très important. Et je vous rejoins sur le fait qu'entre penser et verbaliser, il y a un écart. Quels mots on utilise? Comment on nomme la donneuse? Comment on nomme le donneur? Voilà, absolument. Mais c'est normal, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'individu et qui est anormal, c'est un processus que tout le monde traverse. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question sur la levée de l'anonymat. Concerne-t-il tous les nouveaux dons de gamètes, même si ces derniers sont dans la banque de gamètes depuis la loi de 2021? Alors, les personnes qui ont donné leurs gamètes avant août 2021 sont sous la juridiction de l'ancienne loi. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'adresser justement soit au SECOS où ils ont fait leur don, soit à la CAPAD pour dire « moi, je veux bien que mon identité soit donnée si jamais un enfant devenu adulte le demandait ». Et toutes les personnes qui donnent leurs gamètes depuis la nouvelle loi sont des personnes qui sont d'accord, qui ont signé un consentement sur le fait que leur identité puisse être donnée si jamais une personne la demandait. Voilà, donc j'espère avoir bien répondu à la question. Donc il y a quelqu'un qui vous dit « nous préparons le protocole et j'ai ressenti… » Ce que vous décrivez comme une asymétrie, j'ai ressenti le besoin de demander à mon conjoint qu'il fasse également un sacrifice en donnant uniquement mon nom de famille à un futur enfant. Cette question de l'asymétrie, voilà, c'est vrai que vous l'avez très bien décrit, mais nous, dans les rencontres que l'on peut faire ou dans les entretiens que l'on peut faire, ça, c'est beaucoup évoqué. Et je connais même des gens aussi qui, à cause de cette asymétrie, qui n'ont pas pu dépasser, ne se sont pas engagés dans le don et ont choisi un autre chemin, voilà, l'adoption en l'occurrence, parce que c'était trop important, ils n'ont pas réussi à dépasser ça. Et sans compter que cette asymétrie, elle peut venir faire écho à son histoire.
elle peut venir, enfin voilà, ensuite, elle peut donner résonance à quelque chose de son histoire personnelle et faire que ça devient indépassable, effectivement. Merci pour cette intervention très riche. Voilà, les femmes seules. Alors, on parle beaucoup des couples parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont recours à l'AMP, mais quand on dit couple, on ne dit pas forcément couple hétérosexuel, mais on n'oublie pas les femmes seules. Et ça, sachez qu'on ne les oublie pas du tout. Quelle est la part des personnes qui font appel à un don de gamètes pour éviter la transmission d'une maladie génétique? Alors ça, je ne sais pas. Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que justement, il y a quelques années, quand j'avais... c'est des chiffres que je n'ai pas trouvés dans l'agence, enfin, qu'on ne retrouve pas dans l'agence de biomédecine. Et c'est vraiment très... c'est très peu. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous dire... j'avais cherché ces chiffres que je n'ai pas réussi à trouver. Mais c'est vraiment une minorité. C'est vraiment des personnes qui ne peuvent pas avoir accès au diagnostic préimplantatoire, notamment. Donc, je ne pourrais pas dire précisément. Oui, alors après, il y a des chiffres sur le DPI, les personnes qui ont recours au DPI, mais c'est vrai que je n'ai jamais vu de précision sur les personnes qui ont recours au DPI avec leurs propres gamètes et celles qui ont recours ensuite à un don. Ça, je n'ai pas cette information. Pourquoi les hommes sont très peu considérés dans un parcours de don d'ovocytes? Alors, très peu considéré. En tout cas, j'ai pu dire qu'il ne fallait pas oublier le vécu des hommes. Mais c'est vrai que de façon générale, on peut avoir tendance à, comme la femme est au cœur des traitements médicaux, c'est elle qui va au rendez-vous, etc., l'homme peut se sentir mis à l'écart. Je ne pense pas que les équipes médicales ne prennent pas en compte l'homme, mais je pense qu'on sous-estime l'impact psychologique. C'est plutôt ça que je souhaitais dire. Oui, puis enfin, on connaît aussi des hommes pour qui, comme vous l'avez décrit, pour qui ce n'était pas envisageable de faire un enfant avec une donneuse parce que c'est pas, voilà, pour tout ce qu'ils ont décrit. Alors, dans les autres pays européens, quel est l'âge limite pour la receveuse? Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays qui vont jusqu'à 50 ans pour des transferts d'embryons, 47 ou 46 ou 47 dans d'autres pays. Donc, nous, on a une des bénévoles de l'association qui a fait un dossier sur l'AMP à l'étranger et elle a fait un tableau comme ça qui indique les différents âges. Mais là, je ne l'ai pas en tête précisément, mais je sais qu'il y a 50 ans et 47 ans. Alors, comment expliquer que certains sécos refusent les dons des femmes ayant plus de 37 ans? Alors, ce n'est pas les sécos qui refusent, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi dit qu'une femme ne peut pas donner après 37 ans. En fait, c'est pour des raisons de risque. Enfin, plus les femmes sont âgées, plus en fait le don risque de ne pas fonctionner. Donc c'est pour ça que dans la mesure où la fertilité féminine baisse de façon importante à partir de 35 ans, on privilégie plutôt des donneuses qui ont moins de 38 ans. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'on semble assimiler la filiation biologique à la filiation génétique. Or, ce n'est pas la même chose. La grossesse et la fonction de l'utérus n'engendrent-ils pas une filiation biologique? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de l'épigénétique. Mais effectivement, donc on sait qu'il y a que la femme en portant le bébé, le fœtus, transmet des choses, voire même modifie l'expressivité des gènes. Effectivement, c'est important. Néanmoins, moi, ce qui retient mon attention, ce que j'ai pu entendre, notamment auprès d'un discours qui pouvait être utilisé par certaines cliniques, notamment étrangères, de dire « Ne vous inquiétez pas, il y a l'épigénétique ». Il ne faut pas que cette question d'épigénétique serve de couvercle pour dire bah, il n'y a pas la filiation génétique, mais il y a l'épigénétique et hop, on n'en parle plus. Donc, bien sûr, effectivement, il y a l'épigénétique. Bien sûr que la femme, en portant le bébé, transmet des choses. Mais c'est important que cet élément-là ne soit pas utilisé comme une façon de mettre à distance voilà, toutes les questions autour de ne pas transmettre sa filiation génétique.
Oui, parce que si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas d'enfants qui naissent de leurs parents biologiques, qui sont maltraités, qui sont délaissés, qui ne sont pas bien considérés par leurs parents. Parce que ça voudrait dire que le fait de juste porter un enfant ferait la bonne mère ou ferait le bon parent. Et ça, c'est vraiment pas suffisant, en fait. Alors, vous dites que le délai pour le don d'ovocytes est de 45 ans. Alors, pour préciser les choses, donc la nouvelle loi de bioéthique, elle a indiqué qu'on pouvait recourir à l'AMP si on avait des gamètes ou des embryons conservés avant l'âge de 43 ans. On pourra les utiliser jusqu'à 45 ans. Mais pour faire une ponction d'ovocytes, en tout cas, ça ne peut être que jusqu'à 43 ans. Voilà, je ne sais pas si c'est... En sachant qu'en fait, il y a les délais légaux et il y a la réalité, il y a le principe de réalité, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, c'est le cas depuis un certain temps, les services français vont encourager les femmes à aller à l'étranger pour éviter d'attendre 1 an, 2 ans. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Alors, donc si mon compagnon a 60 ans dans 11 mois, notre dossier au SECOS n'a quasiment aucune raison d'être éligible au don d'ovocytes ou de gamètes. Je pense qu'actuellement, les SECOS avaient déjà des délais d'attente, et notamment pour le don d'ovocytes, dans certaines régions, ça peut être jusqu'à 4 ans. Parce que, alors si on ne peut pas parler de pénurie sur le don de sperme, parce qu'un homme, quand il donne son sperme, on peut faire beaucoup de paillettes. Par contre, quand une femme donne ses ovocytes, elle en donne très peu. Donc, il y a vraiment, je crois, attendez, j'ai noté que actuellement, en 2020, il y a 4211 couples qui sont en attente d'un don d'ovocytes. Donc, ce qui est vraiment énorme, en sachant que il y a eu 489 prélèvements d'ovocytes pour le don, donc ce qui est vraiment très peu. Et la politique des SECOS est quand les gens ont un âge un peu avancé, ils orientent vers l'étranger parce que les délais ne peuvent pas correspondre à la situation de beaucoup de gens en fait. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience avec le psy d'une sécose pour un deuxième parcours, alors que j'ai osé verser quelques larmes. On a failli nous refuser le parcours. Heureusement, le suivi avec la psy libérale à l'extérieur était vraiment bienveillant. C'était en 2017. Bon, là, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, Marion, c'est qu'évidemment, il y a des messages à faire passer. Et il y a des messages à faire passer aussi auprès des professionnels, parce que nous, en tous les cas, à notre niveau, dès qu'on peut, on essaye de le faire passer, ce message-là, de la nécessité d'un accompagnement qui permette aux personnes d'élaborer et pas juste de gérer l'organisation du service et la question on n'a pas beaucoup de gamètes, donc on met beaucoup de temps entre les rendez-vous, on met beaucoup de temps, on sélectionne les gens d'une certaine façon. Voilà, ça peut exister dans certains endroits. Nous, on essaye de faire autrement, de faire passer ce message-là. Et je pense que votre livre aussi peut y participer. Alors, je participe à une recherche canadienne sur les donneuses d'ovocytes. Les différentes recherches en cours sur les donneuses peuvent désamorcer les fantasmes des parents de réappropriation de l'enfant par les donneuses, surtout avec la fin de l'anonymat. C'est très intéressant. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, c'est très intéressant comme remarque parce qu'on se rend compte qu'il y a très peu de recherches sur les donneuses. Il y en a justement quand même il y a des recherches aussi aux États-Unis, etc. Et que peut-être que si on s'intéressait un peu plus au vécu des donneuses, ça permettrait d'avoir de craindre comme ça des personnes qui viendraient revendiquer un lien de filiation. Mais je pense que donc c'est important de rassurer les personnes, mais ça n'empêche pas d'avoir cette crainte-là. Enfin, je pense qu'il faut vraiment que les personnes, même si ça...
Parce qu'on a trop dit aux personnes, mais arrête avec ça, ça suffit. Enfin, voilà, si c'est une crainte, il faut que la personne, elle puisse quand même en faire quelque chose. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va garder cette crainte pour elle en disant que c'est elle qui a un problème. Et donc effectivement, je suis d'accord, il faut pouvoir donner des éléments de réalité qui permettent de rassurer, tout en ayant à l'esprit que pour certaines personnes, même avec des éléments de réalité, les craintes vont rester. Ah oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, pour moi qui pensais avoir vraiment élaboré beaucoup les choses, et ça, c'est quelque chose que je transmets régulièrement, c'est qu'à un moment donné, on est confronté à une nouvelle étape du parcours. Et donc, ça, on se retrouve confronté à une nouvelle manière d'envisager les choses. Et si on ne l'a pas vraiment élaboré, bah, ça peut être très, très envahissant. Mais si on a quand même travaillé en amont, on arrive à dépasser la nouvelle étape, la nouvelle épreuve, mais ce n'est pas on-off, c'est-à-dire que ce n'est pas réglé une fois pour toutes, parce qu'il y a différentes étapes. Il y a le moment où on va, nous, notre parcours était à l'étranger, donc le moment où on va à l'étranger, et on se dit, c'est bon, super, on va enfin arriver à aboutir à quelque chose qu'on espère depuis longtemps, et finalement, on se retrouve confronté à toutes ces femmes qui sont potentiellement la personne qui va donner les ovocytes, et donc ça veut dire que ce n'est pas moi. Après, il peut y avoir l'étape au moment du transfert, l'étape au moment du positif, la grossesse. Enfin, j'ai eu des situations de femmes où finalement elles pensaient avoir tout bien élaboré et au moment de la grossesse, bah, il y a des choses qui ressurgissent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler en mode on-off. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir besoin, comme le disait Judith, peut-être de revenir sur ces questions d'élaboration, ou parce qu'il y aura de nouvelles, je sais pas, de nouvelles difficultés qui vont ressurgir. Et il y a quelque chose qui est aussi important à dire, je trouve, c'est que vous l'avez évoqué aussi, c'est la bonne mère, c'est-à-dire qu'on va vouloir être la meilleure des mamans, la plus parfaite et surtout ne pas se plaindre, ne pas avoir de doute. Mais en fait, on a le droit de douter, on a le droit de se plaindre et nos enfants ont le droit de faire des crises parce que ça fait partie aussi du processus normal du développement psychologique d'un enfant. Et souvent, on va pouvoir se dire ah, mais en fait, là, il fait une crise à cause du don. Non, en fait, il fait une crise parce que juste il a 3 ans et demi et que c'est le moment où il teste les limites auprès de son entourage, comme tous les autres enfants du même âge. Et c'est toujours difficile, je trouve, parce qu'on peut être facilement se dire allez, ça doit être à cause du don. Et moi, je dis toujours non. Le don est important dans l'histoire, mais le don ne doit pas prendre toute la place, parce que s'il prend toute la place, c'est encore une autre problématique. Alors, quelle est la part de dons de gamètes réalisés en France par rapport à l'étranger? Alors ça, justement, on n'a pas de chiffres tangibles. Les cliniques à l'étranger donnent des chiffres, mais c'est très vague. Donc là, il y a une étude qui a été lancée par l'INED qui s'appelle AMP sans frontières. Et si vous n'avez pas répondu au questionnaire qui est en ligne sur le site AMP sans frontières, faites-le parce que c'est un gros travail qui est en cours, qui a été débuté en 2017. Il y avait eu une préétude qui avait été faite justement sur les circulations des patients entre la France et l'étranger. Et là, ils ont relancé une enquête qui a débuté l'année dernière déjà. Et ces chiffres-là, je pense, vont être très importants parce qu'ils vont montrer vraiment la circulation pour le don, pour l'AMP intraconjugale, parce qu'il y a aussi des gens qui vont à l'étranger faire de l'AMP intraconjugale. Donc, je vous invite à regarder ça, c'est AMP sans frontières. En quoi le parcours psychologique des couples est-il différent entre une fille avec don de gamètes en France et à l'international? Je pense que les personnes qui partent faire une AMP dans un pays étranger n'ont pas forcément d'accompagnement psychologique, puisqu'il n'y a pas... Alors, dans certains pays, justement, si on parle de l'AMP pour les femmes seules ou pour les couples des femmes, par exemple, la Belgique a mis en place des entretiens avec des psychologues qui peuvent être un coup près, parce que je sais qu'il y a dans certaines situations, ils disent non.
Mais sinon, les gens qui partent à l'étranger partent comme ça, sans suivi spécifique. Hein. Oui, à l'étranger, généralement, à partir du moment où on paye, il n'y a aucune raison que la démarche soit impossible. C'est vrai qu'il y a la question justement du paiement. Bon, il y a le fait que quand même pour les couples, il faut se déplacer, aller à l'étranger, que ça coûte de l'argent. Et puis aussi, parfois, il y a des questions autour de justement le fait que la donneuse soit indemnisée. Je pense notamment à un homme qui me disait bah, moi, j'ai besoin d'être sûre que cette donneuse, elle ne fait pas ça parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que vraiment, sinon, ça renforçait chez lui l'idée qu'on viendrait prendre quelque chose de très précieux, en l'occurrence des ovocytes dont ils avaient besoin. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a énormément de similitudes. Enfin, il me semble, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes dans le vécu entre des couples qui vont à l'étranger ou en France, mais qu'il y a certaines spécificités que les couples vont devoir un peu penser. Il y a la question de l'anonymat ou pas. Là, maintenant, les couples qui vont aller à l'étranger vont devoir se poser la question de, alors, est-ce que je vais dans un pays où il y a l'anonymat, alors qu'en France, ce n'est pas anonyme? Est-ce que mon enfant risque pas de me reprocher d'aller dans un pays où il y a l'anonymat, alors que j'aurais peut-être pu aller dans un autre pays? C'est des questionnements qui peuvent se rajouter. On avait déjà des personnes qui faisaient le choix d'aller dans des pays avant que l'anonymat, enfin que l'accès aux informations identifiantes soit autorisé en France, qui faisaient le choix, par exemple, d'aller en Angleterre, parce qu'en Angleterre, les enfants pouvaient, à partir de 15 ans, je crois, pouvaient avoir accès à des informations sur la donneuse ou le donneur. Alors, est-ce qu'il existe des écrits autour de la mémoire cellulaire et de l'héritage transgénérationnel en jeu lors d'un don d'ovocytes? Je ne sais pas. Pas à ma connaissance. Je me demande comment l'enfant peut vivre avec le fait de ne jamais connaître la donneuse dans le cas de l'anonymat du don. Alors, il y a des enfants qui, devenus adultes, qui cherchent à avoir des informations sur les donneurs ou les donneuses qui ont permis qu'ils puissent naître. Et puis, il y a des enfants qui n'en éprouvent pas le besoin. Voilà, c'est très, très, très variable et c'est vraiment lié à l'histoire de la famille, à l'histoire individuelle de chaque personne. Et puis même si je peux rajouter, Virginie, c'est qu'il y a même au sein d'une même fratrie, des enfants, un enfant qui va faire la démarche, qui va vouloir savoir qui est sa donneuse ou son donneur, parce qu'on n'entend pas beaucoup encore En fait, c'est difficile parce qu'on n'a pas trop accès au vécu des enfants conçus grâce à un don d'ovocytes, hormis ceux qui vont consulter comme ça, mais on en entend finalement peu parler. Mais c'est vrai que dans certaines fratries, en tous les cas, notamment dans le cas du don de spermatozoïdes, il y a des enfants, il y en a un qui veut savoir et l'autre qui ne veut pas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir même au sein d'une même famille, il peut y avoir des différences sur ces questions-là. Alors, le don de sperme, j'aurais bien voulu l'évoquer, mais ma collègue qui devait parler de ça est malade. Mais il y a plein de livres qui existent sur le don de sperme, sur la place du père. Voilà, là, il faudrait que je les sorte de mon placard, mais si je les sors de mon placard, je sors de l'écran. Donc, mais il y a plein de livres qui existent sur ce sujet-là. Un sécose refuse les dons des femmes 1 an avant la date limite prévue dans la loi de bioéthique alors qu'il y a pénurie. Qui refuse qu'une femme donne ses ovocytes, c'est ça? Je me croyais seule dans la douleur de faire un deuil de filiation, mais après discussion avec mon conjoint, j'ai été très touchée par le fait qu'il me dise s'être projeté à ma place. Il s'est demandé comment il le vivrait s'il avait dû avoir recours à un don de sperme. Je pense que oui, le dialogue est très important parce que moi, je dis toujours que cette question du recours au don, alors pour le don d'ovocytes en l'occurrence, ça nous concerne nous en tant que femmes, mais ça concerne le conjoint et ça concerne le couple. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi éventuellement la famille plus ou moins proche, parce que pour chaque individu et chaque entité, en fait, il y a des choses différentes qui peuvent se jouer.
pourriez-vous aborder la question des schémas transgénérationnels? Le don d'ovocytes n'est-il pas l'occasion de rompre avec des schémas obsolètes? En fait, c'est difficile de répondre à ce type de questions parce que ça voudrait dire qu'on aurait une réponse unique. Et c'est ça aussi, par exemple, dans l'écriture du livre que je viens de publier, ce qui a été difficile pour moi, c'est d'essayer de dégager des points communs en sachant que chaque histoire est unique. Donc, on ne peut pas avoir une réponse unique à la question qui est posée. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi comment parfois certaines femmes finalement vivent le don d'ovocytes comme une façon de rompre avec une histoire familiale compliquée. C'est-à-dire qu'elle utilise finalement cela en disant finalement, c'est comme si ça me protégeait d'une forme de répétition d'une relation qui a été difficile avec ma mère. Et du coup, moi, je me dis que du coup, avec mon enfant, j'aurai une relation différente parce que je ne transmets pas ma filiation génétique. Mais ça n'a pas de fondement dans la... Mais en tout cas, c'est comme ça que psychiquement, la personne se construit les choses. Alors, Judith, je ne sais pas si vous êtes encore là avec nous. Oui, pardon, je suis là. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous raconter justement un peu votre... et après, on reprendra les questions, mais sinon, on va se coucher trop tard et vous n'aurez pas eu le temps de nous expliquer à la fois votre parcours pour devenir parent et puis le projet sur lequel vous travaillez. Oui. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas effectivement si ça va être important pour vous, mais voilà, moi j'avais compris qu'il fallait parler du don de gamètes et pas seulement du don d'ovocytes, mais aussi du don de sperme, qui existe depuis plus longtemps, mais sur lequel en fait il y a très très peu de témoignages. Alors moi je suis confrontée aux deux en fait, puisque au terme d'un premier parcours de PMA, on a dû recourir à un double don. Et d'abord un don de sperme. Et moi, ce qui m'avait frappée, c'est qu'en fait, il existait paradoxalement beaucoup de soutien d'associations, notamment sur l'accompagnement d'ovocytes, notamment quand il a lieu à l'étranger. Il y a beaucoup de groupes de parole. Et sur le don de sperme, il n'y a pas grand-chose. Et à l'époque, quand on a commencé notre parcours, en fait, c'est mon mari qui était peu fertile et il avait beaucoup de mal à en parler. Il avait honte, il le vivait très mal jusqu'au jour, au bout d'un an à peu près, il a accepté d'en parler à ses amis et ceux-ci, on en fait plein de blagues. Et c'est passé comme une lettre à la poste et ça l'a aidé. Il s'est senti beaucoup mieux. Voilà, dans son histoire. Et à partir de là, il a commencé à chercher des témoignages de parents qui étaient devenus parents avec le don de sperme. Parce qu'à l'époque, on nous avait dit qu'on pourrait tomber enceinte facilement si on acceptait d'avoir du don de sperme. Et on nous avait envoyé en Belgique et en Espagne pour prendre des attaches. Et c'était très, très dur. Il n'y avait pas grand-chose. Le seul film qui existait, c'était Starbuck, avec un homme, au contraire, ultra fertile, qui a 400 gamins. Et il n'y avait rien sur comment les papas le vivaient. Donc, mon mari, qui malheureusement aujourd'hui est en déplacement, s'était dit, voilà, moi aussi, un jour, si on doit devenir parent comme ça, je parlerai parce que c'est fou qu'il y ait tellement de papas qui deviennent papas comme ça et qu'il n'y ait rien sur le don de sperme. Finalement, on a réussi à devenir parents avec nos gamètes en France à la dernière tentative. Après, on était en parallèle dans le schéma d'adoption. Aussi, on a menti à des psychologues qui nous ont fait promettre que si on était là, comme il n'y avait pas beaucoup d'enfants adoptés, c'est qu'on était vraiment, vraiment, vraiment stérile. Et donc, la main sur le cœur, alors qu'on était en plein protocole, on a juré ce genre de choses avec des moments très cocasse, où justement il y a l'assistante sociale qui vient à la maison, il y a le frigo qui est bourré de tous les produits qui sont nécessaires pour une FIV et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Voilà, pardon, je vais recharger mon téléphone. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, suite à ça, on a voulu avoir notre deuxième enfant. Et malheureusement, on a été dans une situation un peu différente parce que mon mari, qui avait déjà pas beaucoup de gamètes, a dû attraper un cancer, en fait. Il a tout congelé au séco. C'est ce qui est arrivé 3 fois depuis les années 70. C'est arrivé, c'est qu'ils ont oublié de remettre de l'azote liquide et ils ont perdu toutes ces gamètes. Donc nous, notre premier combat, ça a été d'essayer de dire aux sécos, écoutez, c'est un peu bête. Quand on fait
fait des sauvegardes informatiques, on met ça sur plusieurs serveurs et on ne comprend pas pourquoi sur les gamètes, vous mettez toutes les gamètes d'une personne sur une même bonbonne, s'il y a un problème, elle perd tout son capital. Et donc on disait, nous on a de la chance d'être déjà parents, mais pour tous les autres, ce serait intéressant que vous réfléchissiez à un autre mode de sauvegarde. Donc suite à ça, on a basculé sur du don de sperme. Et puis en fait, moi j'étais déjà âgée, ça ne marchait pas, on avait toujours les mêmes problèmes d'embryons qui n'étaient pas viables. Et donc on a basculé en Espagne sur du double don, à un moment où c'était pas encore tout à fait, c'était il y a 1 an et demi, c'était pas tout à fait autorisé en France encore. Et voilà, donc nous ça nous a posé beaucoup de questions, plus le fait en fait que, les questions c'était plus celles d'aller dans un pays où l'anonymat était imposé. Parce que justement en Angleterre il y avait des délais qui étaient très très longs, il y avait le Brexit qui venait d'arriver, on ne savait pas trop comment faire. Moi j'avais aussi un âge qui commençait, j'ai 44 ans, je viens d'avoir ma petite fille il y a 7 mois. Donc on a choisi d'aller en Espagne avec le secret espoir, même l'espoir complètement avoué qu'un jour la loi évolue là-bas aussi, ou alors qu'il y ait des pirates informatiques qui attaquent les serveurs des cliniques et que les enfants puissent avoir accès aux données s'ils le souhaitent. Parce que vraiment, nous, c'est notre principale préoccupation. Donc notre petite fille, on lui en parle, j'ai dû couper la caméra parce qu'elle était en train de téter en vous écoutant. Et son frère est aussi au courant de tout ça. Ça nous semblait important pour plusieurs choses. Nous, ça c'est notre deuxième combat du coup, c'est d'inciter les parents à le dire, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Nous, dans notre histoire, on a la chance qu'en fait ça a été tellement compliqué entre la PMA et les cancers que du coup on a pris l'habitude de se faire accompagner et puis de parler de ce qui nous arrivait, parce qu'en fait on trouvait beaucoup de soutien auprès de nos proches alors qu'on n'aurait pas pensé avant, mais que ce soit sur la maladie ou l'infertilité, ça a été super de pouvoir en parler. Donc ça, c'était important. Et puis moi, j'ai la chance de connaître une personne qui est née de dons de sperme il y a 40 ans et qui le vit très bien, qui l'a toujours su et qui m'a dit, moi, mes parents m'ont toujours dit, mais en fait, je me rappelle très bien, c'est que vers 8 ans, un soir à table, ma mère m'a dit, mais t'as toujours pas compris en fait, parce que pour elle, le don de sperme, ça restait quelque chose de très abstrait. Et elle le vit très bien. Et en fait, elle me l'a raconté quand elle-même est devenue maman. Elle a une petite fille aux yeux bleus. Et elle a les yeux marrons. Elle m'a dit, tiens, c'est marrant, ça me donne des infos comme ça sur mon géniteur. Il devait avoir les yeux bleus. Mais elle n'a jamais cherché à le rencontrer. Elle n'a jamais suivi les avancées des lois de bioéthique. C'est moi qui lui dis, tiens, au fait, tu sais, tu as vu ça, si tu veux, tu pourrais peut-être. Mais voilà, elle, ça l'a... Et donc, ça m'a beaucoup encouragée dans le fait d'en parler. Et à contrario, moi, j'ai beaucoup lu et beaucoup écouté aussi les enfants qui sont nés de dons de sperme. Il y a 2 associations qui existent et quand même on a le sentiment que les enfants le vivent d'autant mieux qu'ils l'ont toujours su et qu'ils n'ont pas l'impression qu'on leur a menti. Et c'est vrai qu'autour de nous, moi je suis frappée, on a beaucoup d'amis qui sont devenus parents par le don. Alors par le simple don, on est les seuls à notre connaissance à être parents par du double don, mais ils ne le disent pas forcément. Beaucoup veulent le dire aux enfants mais ne le disent pas. Mais en fait, on arrive à une situation aberrante où tout le monde autour le sait, sauf l'enfant. Et parfois, même, ils le disent devant l'enfant, alors même en se disant que l'enfant ne comprend pas, alors que peut-être l'enfant comprend. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est aussi pour ça, en me disant, mais voilà, aujourd'hui, moi, autour de moi, il y a plein de petits-enfants qui sont nés de dons, qui sont des amis de mon fils. Et je pense que c'est important pour eux, voilà. Et pour ça, je pense que c'est bien que les parents soient à l'aise dans leur basket et à l'aise avec leur histoire. Et du coup, avec des amis comédiens et scénaristes, on a décidé de créer une comédie sociale sur le don de sperme pour faire rire, dédramatiser, sensibiliser, expliquer que c'est pas qu'un truc d'homo, de lesbiens, que c'est des couples, qu'il y a plein de possibilités, que c'est pas facile, mais aussi recruter des donneurs. Voilà, donc on a lancé ce projet de film, on a lancé aussi une pétition pour sensibiliser le milieu audiovisuel pour parler de l'infertilité autrement que par Starbucks, mais parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, effectivement, les chiffres de l'agence de biomédecine ne représentent pas tout ce qui se fait. Nous, typiquement, en France, il n'y a aucune trace du fait que ma fille est née de double don.
Et donc, si moi, je ne lui dis pas, elle n'aura pas accès à ça et elle passe complètement, comment dire, anonyme dans les statistiques. Et je dirais aujourd'hui, moi, mon petit garçon, il est dans une toute petite école où il y a 70 enfants. Et rien que dans son entourage, il y a 4 enfants qui sont nés de dons. Il n'y en a que 2 sur 4 qui le savent. Mais vous voyez, si on regarde les statistiques, alors certes, on est un petit quartier assez privilégié, donc avec des mamans qui sont déjà assez âgées. Mais je me dis, voilà, aujourd'hui, en fait, c'est un vrai problème sociétal et on est bien loin des seuls chiffres de l'agence de biomédecine. Et c'est important d'en parler. Et puis, c'est là où je vais prendre aussi un ton un peu plus virulent. Je pense que c'est important aussi de dire les choses, même si ça fait mal, mais pour que les gens arrivent à se projeter. Moi, j'ai une amie qui était plus âgée, qui avait déjà 44 ans, 42 ans, quand elle s'est lancée dans le process en France. Et elle avait la chance d'avoir une amie qui était laborantine. Et cette amie lui a dit, écoute, en France, on va te dire, il te reste 1 an pour faire l'AMP. Tu vas te lancer dans plein de tentatives, ça va être très douloureux et ça va pas marcher parce que les statistiques sont celles-là. Et moi, je te conseille de réfléchir d'ores et déjà aux dons et de partir tout de suite à l'étranger parce que en France, ça va être un long parcours. Voilà. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est fait accompagner, elle est allée à l'étranger, elle a travaillé dessus et elle n'est pas du tout dans les souffrances d'autres personnes que j'ai pu connaître ici qui s'épuisent dans un processus qui commence déjà tard. Voilà. Moi, je dirais, j'ai eu la chance aussi, mon premier parcours, j'ai accouché de mon fils à 40 ans, mais j'avais commencé mon premier parcours à 38 ans. Et quand j'y suis retournée pour mon deuxième enfant à 41 ans, ils m'ont dit, on fait une seule tentative ici. Et si ça ne marche pas, on vous envoie en Espagne. Ce n'est pas la peine de vous faire perdre de temps. Et j'ai trouvé que cette franchise, elle était importante, même si elle est dure à entendre. Voilà. Donc, je disais, pour récapituler, c'est très important. C'est des parcours qui sont très longs et trop douloureux, mais c'est important de pouvoir en parler à des gens qui sont bienveillants, qui sont, d'après moi, en dehors de l'institution, parce qu'on a toujours peur quand même d'être jugé si c'est dans le cadre du process de l'institution. C'est important d'en parler à ses proches, à quelques proches choisis, parce que c'est un soutien. Et c'est bien dans les moments où on craque, voilà, de pouvoir dire ce genre de choses. C'est important de se faire accompagner individuellement et en couple, parce que le couple prend beaucoup de... Enfin voilà, c'est très douloureux pour le couple, avec toutes les questions d'asymétrie. Moi, mon conjoint, pour lui, c'est très, très difficile quand c'était que lui qui était concerné. Moi, à l'époque, je me disais, on n'a qu'à demander un double don, comme ça sera plus facile dans notre couple. Les cliniques espagnoles nous ont dit, c'est pas possible, madame, vous êtes fertile, c'est pas possible. Et puis, à contrario, quand finalement on a dû basculer sur du double don, ça a été plus difficile pour moi que ce que je pensais, alors que je pensais être complètement préparée au terme de l'adoption et puis la réflexion qu'on avait déjà eue sur le don de sperme. Voilà. Donc, c'est important d'être accompagné. C'est important, je pense, de le dire aux enfants parce que c'est comme ça qu'on arrive à le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des bonnes façons, mais c'est rigolo de voir comment les enfants le vivent. Moi, mon fils, il est né de nos gamètes, mais on lui a expliqué avec les petits livres et il ne le vit pas du tout pareil. La première fois, il m'a dit « Papa, il n'a plus de sperme parce qu'on n'a pas assez d'argent. » Alors, je lui ai expliqué que ce n'était pas ça. Une autre fois, il m'a dit « Papa, maman, quand vous m'avez attendu longtemps, vous m'avez attendu sur du foin. » Alors, on s'est dit « Non, on t'a attendu à l'hôpital. » Et il disait, mais il y a quand même un tracteur, parce que pour lui, l'histoire des petites graines, c'était la ferme, les tracteurs. Aujourd'hui, c'est marrant, c'est les coïncidences. Il me dit, mais ma sœur, elle a été adoptée. Je dis, non, ta sœur, elle n'a pas été adoptée. C'est ta sœur. Et il me dit, mais si, mais vous avez eu besoin des médecins. Je dis, mais pour toi aussi. Toi, c'est nos petites graines. Là, on nous a donné des petites graines. Mais ta sœur, elle serait pas née elle est née de notre amour, elle serait pas née sinon. Et elle n'a pas été adoptée. Et c'est notre enfant comme toi. Et je lui dis, mais est-ce que toi, ta sœur, c'est différent? Est-ce que c'est une sœur adoptée? Il me dit, non, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Voilà, mais donc je trouve que c'est marrant parce que les enfants, pour eux, c'est tout simple, ils ont besoin qu'on mette des mots, qu'on réponde, mais ils le vivent tout naturellement. Voilà. Donc, moi, mon combat, c'est celui-là. Et puis, donc, un petit appel, effectivement, sur le don d'ovocytes, c'est très important. Sur le don de sperme, on en parle encore moins. Et pour les hommes, c'est encore plus douloureux parce qu'il y a c'est au moins aussi douloureux parce qu'il y a la question de la virilité.
Et ils n'ont pas la chance d'avoir des associations qui sont aussi présentes comme Maya. Enfin, d'ailleurs, si on regarde dans la liste des personnes qui écoutent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà, donc c'est important, je pense, de faire péter ces tabous avec des comédies. Et donc, si jamais vous connaissez des gens qui sont dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma, de la BD, n'hésitez pas. Voilà, moi, je travaille avec des comédiens qui sont vraiment connus et professionnels. Qui font un travail de qualité, qui ne sont pas personnellement touchés par l'histoire, mais qui ont été touchés par mon histoire et par ma volonté d'en parler pour que les parents et les enfants soient bien dans leur pompe. Et que ce soit ce film-là ou un autre, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui paraissent pour qu'on brise un peu le tabou social. Voilà. Merci Judith. Alors, juste sur la question de la place des hommes dans le don de sperme, on fait régulièrement des appels au sein de l'association, sur les réseaux sociaux, en disant, voilà, on a quelques hommes qui aimeraient parler justement avec d'autres hommes qui ont été en parcours de don de gamètes ou de don de sperme. Et on n'a personne. Il n'y a pas de candidat qui se mobilise pour organiser des groupes de parole pour d'autres hommes et avec d'autres hommes. Et ça, cette question de la place des hommes, c'est une difficulté qu'on rencontre depuis la création de l'association, où on a toujours dit les hommes sont infertiles, les hommes ont le désir d'avoir des enfants, les hommes sont les compagnons de femmes infertiles. Et 10 ans après, c'est toujours difficile. On a eu pendant 2 ans un homme bénévole. Après, une fois qu'il a eu des enfants, il est parti faire autre chose. Mais cette question de l'engagement des femmes dans les combats, dans les discussions, dans les groupes, sur les réseaux sociaux, voilà, ça, on ne peut pas le nier. Mais la place des hommes, la parole des hommes, on a du mal à le faire vraiment émerger de façon pérenne. Et c'est très regrettable. Et voilà. Est-ce que je voulais dire d'autres aussi? Si je peux ajouter juste un petit quelque chose par rapport à ce que vient de dire Judith, je crois que les associations dont vous avez parlé, Judith, sont en fait des associations, me semble-t-il, qui ont été notamment fondées pour accompagner les couples qui allaient aussi à l'étranger, compte tenu des pénuries de donneuses. Et ce qui est un petit peu moins le cas, il y a quand même moins d'hommes, me semble-t-il, mais c'est effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, Virginie, tout à l'heure, on n'a pas de chiffres sur les couples qui vont à l'étranger, d'où l'importance, effectivement, de s'intéresser à cette étude mise en place par l'INED. Mais c'est vrai que le don d'ovocytes conduit beaucoup plus de couples à aller à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'associations. Mais pour vous dire, sur le plan professionnel, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a la visibilité sociale. Mais moi, je suis aussi étonnée de voir que quand on parle aux gens du don de spermatozoïdes, ils se représentent tout de suite ce que c'est. Don d'ovocytes, un peu moins. Et du côté des professionnels, pendant très longtemps, on s'est beaucoup intéressé au don de spermatozoïdes parce qu'on se disait que c'était évident que l'homme souffrait de cette situation et les femmes un peu moins. Et donc, je pense que c'est vraiment important, ce que vous dites bien, c'est qu'il y ait une visibilité de chaque situation, en fait. Don d'ovocytes, don de spermatozoïdes, double don, et selon les situations aussi conjugales, couple de femmes, couple d'hommes et de femmes, femmes seules, etc. Vous vouliez rajouter quelque chose, Judith? Oui, alors nous, quand il avait été question de don de sperme, dès le départ, les médecins qui nous suivaient en France nous ont orientés vers l'étranger, avec la question des délais. Et on a bénéficié d'un don de sperme en France après l'incident, parce que du coup, il nous était redevable de quelque chose. Mais voilà, c'est dès le départ, on nous a aiguillés vers l'étranger. Et voilà, et j'avoue qu'en fait, d'avoir eu les deux approches, à la fois au sécos et clinique, alors pardon, parce que c'est vraiment pas... dans les sécos, on a quand même souvent eu le sentiment d'être jugé. On n'a pas eu les informations nous concernant. On n'arrivait pas, par exemple, quand vous faites l'adoption, vous pouvez avoir accès à votre dossier d'agrément et vous pouvez aller le défendre devant la commission.
Là, c'est des médecins qui tranchent entre eux sur les délais auxquels vous avez le droit de prétendre au don de sperme. Nous, quand il nous est arrivé, donc effectivement, un incident qui est assez catastrophique, ils ont perdu toutes les gamètes de mon mari. On a mis 1 an à obtenir les informations, comme si ces informations ne nous concernaient pas. Et donc, j'avoue, je trouve que c'est très bien tout le process qui est en France, qui met un certain nombre de garde-fous, d'informations, mais je trouve qu'on ne va pas encore assez loin dans la transparence. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des sécos qui sont encore, pour certains, dans une posture de jugement. Et je pense qu'on a mis en place la commission, grâce au travail des associations comme le BAM, donc merci beaucoup, cette commission d'accès aux origines. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même transparence que sur l'adoption, où les couples ont copie du dossier, ont un échange avec le professionnel à la fin, où le professionnel va leur dire voilà les points qui sont facilitants dans votre dossier, voilà ceux qui ne le sont pas, et ceux sur lesquels vous avez une fragilité. Et ça, aujourd'hui, dans les sécos, c'est des choses qui restent encore, cachées ou secrètes, et ce qui explique aussi la peur, le malaise des couples par rapport à tous les professionnels des sécos. Alors, on va faire un tout petit point sur la CAPAD, donc qui est un élément qui a introduit vraiment une nouveauté en France, parce que maintenant, avant, le don était anonyme. Alors, le don reste anonyme, mais ce qui change, c'est que les adultes devenus, les enfants nés d'un don devenus adultes pourront, à leurs 18 ans, demander auprès de cette commission à avoir soit des données identifiantes sur le donneur ou la donneuse ou le couple qui a donné ces embryons, soit des données non identifiantes. Et ça sera vraiment au choix des personnes. Alors, cette commission, donc je vais vous lire ce que m'a transmis Marie-Joëlle, qui donc représente l'association collective BAMP au sein de cette commission. Ça nous semblait important d'y être en tant que parents d'enfants nés via des dons de gamètes et aux côtés d'adultes conçus par dons de gamètes, dont les associations réclamaient depuis plus de 20 ans un accès à des informations sur les donneurs. Et il y a aussi des représentants des donneurs. Il y a une association en France de donneurs et de donneuses. Voilà, cette nouvelle commission est donc placée sous la tutelle du ministère de la Santé, dirigée par une magistrate et ne compte que des membres bénévoles. Son champ se limite à la France, c'est-à-dire que tout ce dont on a parlé à l'instant avec Judith ou avant, tous les enfants qui naissent en France suite à une AMP qui est réalisée à l'étranger ne sont pas comptabilisés déjà dans les chiffres, comme le disait Judith, et ne pourront pas demander à avoir information auprès de cette commission. Alors, au niveau de son fonctionnement, donc il y a un registre des donneurs qui est en cours de constitution à l'Agence de la biomédecine. Et c'est à partir de ce fichier que l'on pourra croiser donc, les donneurs avec les enfants nés via un don. Pour l'instant, la commission examine les requêtes qu'elle a déjà reçues. Donc, il y a déjà des personnes qui ont envoyé des demandes d'accès à des informations, notamment la majorité via des associations de patients, des associations d'adultes nés d'un don. Donc, il y a l'association PM Anonyme qui existe en France, il y a l'association ADED et il y a l'association Origine. Et donc, pour l'instant, la commission discute de la formulation des courriers de réponse. Donc, il y a tout un travail sur la manière dont on va répondre aux personnes qui font des demandes. Alors, c'est un travail très précis. Donc, nous, en tant que parents, n'avons pas eu pour l'instant la possibilité de beaucoup nous exprimer. Donc, il y a déjà eu plusieurs réunions. Ces réunions s'organisent, donc les membres sont bénévoles, donc ces réunions s'organisent sur le temps de travail des uns et des autres, donc c'est aussi un peu compliqué. Donc, il y a eu 2 réunions en septembre, une début septembre et une fin septembre. Alors, nous, ce qu'on aurait aimé faire avancer, mais qui ne peuvent pas l'être sans un changement de la loi. Donc, c'est des choses qu'on avait demandées dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. On avait déposé des amendements précisant qu'on souhaitait que les parents puissent avoir eux aussi des informations, mais des informations non identifiantes à partir du moment où une grossesse débutait, pour justement pouvoir construire le récit
qui doit être fait auprès des enfants, en sachant que, par exemple, à l'étranger, les cliniques vous donnent des informations sur la donneuse, par exemple, sa date de son année de naissance, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux, des fois d'autres informations un peu plus précises comme son niveau d'études ou des choses comme ça. Et ces éléments-là permettent aux parents d'avoir des éléments qui peuvent constituer un récit qui peut être fait auprès des enfants. Et on voulait qu'en France, ça soit aussi comme ça. Et finalement, les parlementaires nous ont refusé ça. Alors, la prochaine réunion est prévue le 7 novembre. Voilà, parce qu'on n'oublie pas que le don concerne les enfants et les donneurs, mais aussi les parents. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans cette table ronde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment, les parents ont un rôle essentiel parce que le projet démarre d'eux, de leur désir d'avoir des enfants. Ensuite, il y a la rencontre avec les gamètes d'un donneur et d'une donneuse. Et ensuite, il y aura l'enfant. Et comme l'a bien dit Judith, l'enfant qui, au cours des différents âges qu'il traverse, va poser des questions, va appréhender le sujet de sa naissance de manière différente. Et nous, en tant que parents, on a vraiment cette responsabilité-là. En tous les cas, c'est ce qu'on défend, nous, au sein de notre association, d'être responsable de l'information vis-à-vis de nos enfants. Et voilà. Judith? Oui, pardon, sur la question de l'accès aux origines, il y a un point qu'on n'a pas abordé là, qui est les tests génétiques. Oui. Développe et je pense que ça fait partie des choses aussi qu'il faut prendre en compte parce que même dans les pays où il y a l'anonymat, les enfants pourront faire ces tests-là. On a tous dans notre entourage le cas d'amis qui un jour ont fait un test soi-disant pour jouer et puis qui se sont rendus compte qu'en fait, ce n'étaient pas les enfants de leurs parents. Et souvent, en fait, ça venait lever des tabous. Et je pense que du coup, c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que pour les couples qui choisissent le secret aujourd'hui, il faut bien leur montrer que ce secret, il est aujourd'hui très fragilisé et que du coup, ça va pas tenir. Voilà, donc, et puis pareil, inciter les parents à réfléchir. Si demain, notre enfant demande à faire ce test génétique, même s'il n'a pas 18 ans, voilà, comment on fait, comment on l'accompagne, comment on se pose, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants qui, notamment dans le cadre de ces associations, ont retrouvé au moins une trace de leur histoire en se rendant compte qu'ils avaient des demi-frères ou des cousins ou ce genre de choses, voire qui ont réussi à retrouver le donneur. Et je pense que ça, c'est quand même important d'en parler. Même s'il y a beaucoup d'enfants qui ne feront jamais l'acte de faire ce test génétique-là. Oui. Alors, on finit sur les questions. Et puis après, alors ça, c'est une question plus pour Marion, je pense. Avez-vous des futures mères dont les craintes étaient très fortes face à la santé future d'un enfant dont elles n'auront pas de données sur les antécédents médicaux? Je réactive mon micro. C'est des craintes qui peuvent apparaître, mais ce n'est pas celles qui sont mises plus en avant. Bien sûr que les parents espèrent qu'il n'y ait pas de soucis du côté de la donneuse. Après, il y a quand même des recherches. Enfin voilà, les donneuses, il y a, sur le plan médical, on fait il y a un interrogatoire, il y a aussi un cariotype qui est fait. Après, c'est comme dans toute conception aussi sans aide médicale, on n'est jamais à l'abri. Enfin, il y a des maladies qui peuvent être transmises à l'insu des personnes. Mais en tout cas, c'est pas ce qui était au premier plan, mais ça peut être présent. Alors peut-être juste parce que par rapport à une remarque qui avait été faite sur la question du don de spermatozoïdes, qui n'a pas pu être abordée ce soir, peut-être dire qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce que j'ai dit par rapport au don d'oocytes, c'est-à-dire que il y a la question de la symétrie sur le plan de la filiation génétique, il y a la question de ce donneur qui peut être vécu comme un père potentiel et un rival potentiel par rapport à l'homme. Donc, il va y avoir toutes ces questions-là qui vont devoir être travaillées. Et aussi au sein du couple. Donc, il y a quand même, de même pour la question de l'information,
ce que j'ai pu dire sur l'importance que les couples soient à l'aise avec les éléments en lien avec le don d'ovocytes, c'est pareil pour le don de spermatozoïdes. Et il y a un certain nombre d'écrits quand même sur le sujet qui peuvent être accessibles sur ces questions-là. Mais il y a à la fois des spécificités, mais on retrouve des points communs sur le fait de faire appel à un tiers extérieur, inconnu, et sur la question de la symétrie au sein du couple sur le plan de la filiation. Alors, il y a beaucoup de questions et mon futur enfant risque-t-il de me reprocher d'avoir délibérément choisi un pays qui le privera de connaissances sur ses origines? Ça, je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a trop d'incertitudes et quels sont les critères pour bénéficier d'un don de sperme en France? Alors, les critères pour bénéficier d'un don de sperme en France, c'est si on est un couple de femmes ou une femme seule, voilà, pour avoir recours pour avoir éventuellement un bébé, il faut un don de sperme. Et si on est un couple hétérosexuel, il faut que les critères spermatiques du monsieur soient pas bons du tout et donc il y ait une décision médicale, enfin une orientation médicale vers le don de sperme. Quels sont les pays européens où l'enfant peut accéder aux informations sur le donneur et la donneuse? Là, de tête, il y a l'Angleterre. Le Portugal. Le Portugal, oui. L'Espagne, non. La République tchèque, non. Après, la Grèce, je ne sais plus. Mais ça, vous avez toutes les informations par exemple, sur fif.fr ou auprès des associations Maya ou les Cigognes de l'Espoir. Parce que je sais que dans le dossier que nous, on a fait, je sais qu'il n'y a pas d'informations sur la Grèce, par exemple. Donc, voilà, il faut vérifier autrement. Dans un parcours de don d'ovocytes pour un couple receveur, peut-on passer son tour une fois pour avoir un temps de réflexion sans être rayé du parcours d'attente? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les équipes. En fait, généralement, il y a du temps quand même, hein, parce que justement, entre le moment où on parle du don d'ovocytes et le moment où le don d'ovocytes a lieu, en France, il y a un peu de temps. Il faut en parler avec les équipes, on ne peut pas répondre à la place des équipes et on voit bien, c'est comme dans de nombreux services médicaux, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises expériences, il y a aussi des bonnes expériences, c'est difficile de répondre, de généraliser en fait. Alors, inciter à aller à l'étranger, oui, mais sans conseiller de constituer un dossier en français. Alors, nous, on n'incite pas à aller à l'étranger. Voilà, je pense qu'il faut que les gens fassent leur choix et il y a des sécos qui vont conseiller d'aller à l'étranger parce qu'ils savent très bien que les délais qui sont ceux de la France ne vont pas correspondre à la situation de la personne. Et puis, je le redis, il y a cette étude de l'INED. Donc là, vous dites la question de l'invisibilité, mais je pense que c'est très important de pouvoir répondre à cette étude parce que ça, justement, là, il va y avoir un vrai travail qui est fait par des sociologues sur voilà, toutes ces AMP qui sont faites à l'étranger, tous les gens qui sont à la fois inscrits à l'étranger et aussi en France, inscrits dans différents sécos en France. Et ça, c'est important parce que c'est des éléments tangibles qui, après, vont permettre de continuer à réfléchir, de continuer à proposer de nouvelles manières de faire de l'AMP avec don en France. Et ça, c'est très important. Donc, c'est sur le site de l'INED ou sur le site dédié qui s'appelle AMP sans frontières. Vous allez trouver ça facilement. Critères, merci. Voilà. Et les gens disent merci. Et bon, je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête parce que je pense qu'on pourrait... voilà, on n'a pas beaucoup parlé du don de sperme, je suis désolée. Mais... on pourra en parler une autre fois. Et il y a plein de ressources quand même qui existent aussi sur le don de sperme. Je pense que sur le site de l'association, on a des références aussi de livres au sujet du don de sperme qui ont été écrits soit par des personnes nées d'un don de sperme, soit par des professionnels du don. Là, j'ai en tête le livre
Monsieur Joannet, qui parle du don de sperme avec à la fois des interventions de professionnels et des témoignages de parents. Donc ça, c'est... J'ai plus le titre en tête, mais non, je ne vais pas pouvoir le... Mais bon, vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'association. Marion et Judith, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Écoutez, merci en tout cas pour cette proposition d'intervenir ce soir. Judith. Merci et puis bon courage à toutes et tous dans vos parcours. Bon, je vous remercie beaucoup, mesdames. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé et que voilà, il y a plein de ressources à différents endroits. Et puis, on va mettre le lien pour la pétition pour le film, parce que c'est important aussi de pouvoir... N'hésitez pas à en parler. Il faut en tout cas qu'il y ait des histoires qui sortent, quelles qu'elles soient, sur toutes ces parentalités. Et puis voilà, il y a le livre de Marion qui est vraiment très intéressant à lire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.